La fête à Léo sur les terres de Benauge. Le dimanche 28 août 2011, 180 randonneurs ont participé à une échappée pédestre autour du château des Benauges. Journée découverte organisée par l'Office de tourisme du canton de Targon, la mairie d'Escoussant, le château des Benauges, le syndicat viticole du Haut-Benauge, les randonneurs du club omnisport targonnais et la mairie de Donzac. Il y a eu plusieurs rébellions dès la deuxième moitié du XIIe siècle. Une rébellion très importante en 1205, où le roi de Castille et le roi de France sont venus s'associer au grand prince gascon pour essayer de mettre dehors Jean Santerre, le fils d'Henri II Plantagenet et le frère de Richard Cœur de Lion. Jean Santerre, qui n'était pas réputé ni pour ses valeurs militaires, puisque les barons anglais l'avaient surnommé Jean Molle Épée, c'était dire la piètre opinion qu'ils avaient de lui. Et Jean Santerre n'avait rien trouvé de mieux que d'enlever la promise je crois que c'était du seigneur de Lusignan, pour l'épouser, ce qui lui a fait mettre à dos tous les grands seigneurs gascons. Donc une grande rébellion à ce moment-là, qui s'est terminée par le siège de Bordeaux. Bordeaux a été en partie pillé à ce moment, et in extremis, le Bordelais a réussi à repousser cette attaque grâce à la ville, aux habitants de Bordeaux en particulier. Et parmi les seigneurs rebelles, on trouvait déjà donc le seigneur de Benauge, mais également l'abbé de la Sauve qui avait participé à cette rébellion. Les choses finissent par rentrer dans le rang. Arrive ensuite un roi avec une poigne de fer beaucoup plus importante, c'est Henri III, le fils de Jean Santerre, qui lui aussi va faire sentir sa présence de plus en plus forte sur les seigneurs gascons, et en 1252 va envoyer un nouveau sénéchal très turbulent pour l'éloigner de Londres, où il avait visiblement un petit peu tendance à remuer les esprits. Ce sénéchal, c'est Simon de Montfort, le fils de celui qui a mené la croisade albigeoise. Et Simon de Montfort va très rapidement s'attirer les inimitiés, et même plus, de tous ces grands seigneurs gascons, à commencer une nouvelle fois par le seigneur de Benauge. À cette époque-là, le seigneur de Benauge, c'est le turbulent Bernard de Bouville. Donc on est toujours dans la même famille des Benauge, qui sont depuis le XIIe siècle également vicomtes de Bezaume et alliés à la famille des Bouville-Gabaret, donc en Agenais. Et donc ce Bernard de Bouville va se trouver à la tête de cette rébellion avec trois autres vicomtes, les vicomtes de Béarn, de Castillon et un autre, le vicomte de Fronsac, qui vont mener donc ce qui est la rébellion la plus importante qu'ait connue le duché, et qui a été à deux doigts de faire tomber le roi-duc. Les seigneurs gascons, dans un premier temps, se rebellent contre le gouvernement de Simon de Montfort, en appel au roi-duc, donc envoie des députés à Londres. Il promet d'agir, ce qu'il ne fait pas, et un an après, en 1253, la révolte se transforme, avec l'appui du roi de France, en révolte contre le roi-duc. Et à ce moment-là, il est temps d'agir. Donc là, une nouvelle fois, c'est la documentation dont je parlais tout à l'heure, ces fameux rôles gascons, qui ont été publiés en partie au XIXe siècle. Donc ce sont des textes en latin. Il y avait un chemin qui arrivait contre le rempart, un virage en tête d'épingle, on rentrait qu'à pied ou à cheval parce que c'était une entrée relativement étroite, et on rentrait là, et c'était l'entrée du château primitif. Ce fossé faisait à l'origine tout le tour du château. Le château, au XIe siècle, était en bois. Ce n'est qu'à partir du XIIe qu'il a commencé à être en pierre. Et le fossé et ce vallum, qui faisait la première enceinte, faisaient tout le tour du château. Henri III Plantagenet a fait le siège du château en 1253, et donc ils ont pris le château de ce côté-là. Toujours est-il que ça a été tellement abîmé, cette partie-là, que toutes les tours ont été reconstruites. Vous avez des archères à croix pattée qui montrent, qui sont postérieures à toutes celles que vous verrez dans d'autres parties qui sont droites. Là, ça permettait justement de tirer à l'arbalète qui n'existait pas antérieurement.
Par contre, vous voyez le mur qui est dans la partie centrale entre les deux tours là, au milieu, à ras du sol sur environ 1 mètre, une archère droite. Donc on peut penser que cette partie de mur n'a pas été reconstruite alors que les tours ont été reconstruites à ce moment-là. Au XIIIe siècle, c'était le donjon habité. Alors, il y a des ouvertures de toutes les époques. Il y en a que l'on voit moyenâgeuses avec des arcs dans le bas ou dans le haut. Il y en a qu'on a laissé apparaître justement qui sont gothiques. Et celles qui sont encore ouvertes sont des ouvertures du XVIIe, si vous voulez. Donc c'est un bâtiment qui a vécu, qui a été utilisé à de nombreuses époques et qui, à chaque époque, a laissé sa marque. Et c'est le gros problème de ces châteaux qui sont faits avant tout pour la guerre, mais qui 90% du temps doivent servir pour la vie, pour vivre tant qu'à faire un petit peu confortablement. Et donc la partie haute et la partie principale ici, c'est ce qu'on appelle le donjon. C'est une tour qui est construite, là aussi, on est à la fin du XIIIe siècle, qui contenait à l'origine 3 niveaux. 3e étage, on repère avec, alors vous avez une petite fente, c'est pas une meurtrière, c'est juste une fente de jour dans un escalier. Vous aviez un escalier droit là qui permettait d'accéder à chaque étage et d'aller jusqu'à la terrasse sommitale. Ce logis-là repose au niveau du rez-de-chaussée sur des voûtes très très lourdes. Philippe Aragoas, quand il les a vus, a proposé un projet de terrasse à canon avorté puisque le rempart est resté en élévation. Là, les voûtes se trouvent à peu près au niveau de la porte que vous avez au rez-de-chaussée. Et ce qui est frappant sur ce château, c'est qu'on est sur une forteresse démesurée, mais qui est restée, c'est presque un fossile. Elle est restée dans son état de fortification médiévale. Elle n'a eu aucune adaptation pour les armes à feu. Vous n'avez aucune canonnière. Même les archères sont à peine réaménagées pour utiliser des armes à feu. C'est vraiment un château fossile qui, très probablement, au moment où il est construit, a perdu une grande partie de son importance stratégique. Parce que tout simplement, le centre de la seigneurie de Benauge et du pouvoir des Grailly dans la région s'est transféré sur les bords de Garonne, c'est Cadillac. Les remparts et les 2 niveaux de remparts sont exceptionnellement bien conservés. Et la partie la mieux conservée, dont je vous parlais tout à l'heure, on va y aller tout de suite, je crois que la place est libre maintenant, c'est ce vallum en terre très très impressionnant. Pendant très longtemps encore, la grande majorité des gens étaient droitiers, ce qui veut dire qu'un combattant tient son arme de la main droite et donc est protégé par un bouclier à main gauche. Pour accéder à la porte, hormis monter en marche arrière, sinon on présente toujours le flanc exposé aux défenseurs. Donc là, à chaque fois que vous tournez, tout le tour qu'on a fait pendant 400 mètres, on a montré le flanc droit aux défenseurs. Et donc on est beaucoup plus vulnérable là aussi. Ça fait partie des techniques toutes simples pour défendre un site. Et voilà donc cette tour-ci là qui est là, c'est vraiment pour les fortifications, c'est la tour la plus importante ici, c'est elle qui contrôle. Donc, qui a une vue sur toute la haute cour et qui contrôle toute cette basse cour et la tour porche dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà donc la petite sœur qui est encore en élévation, cette tour-ci qui avait son pendant donc à l'autre extrémité de la basse cour. Là, les 2 croissants se terminaient par une petite tour à la base de l'appareillage. On repère donc un mélange de moellons et un peu plus loin on voit que ça part un peu plus en biais. Enfin, de là où je suis je le vois, vous peut-être pas. Mais là aussi on a un axe différent, donc ça nous indique que on n'est pas sur des sous-bassements, c'est pas les fondations, c'est là aussi un ancien mur qui doit correspondre au château précédent. Donc. Ce qu'on observe d'entrée de jeu ici, c'est une première grosse fente à ce niveau-là. C'est l'assommoir dont je parlais tout à l'heure. Alors le nom est assez évocateur, hein, je ne vous fais pas de dessin. Ça permet donc d'assommer et plus si affinité. Si on cherche à incendier la porte, ça permet aussi d'éteindre. Et la fente suivante, la rainure que vous observez, c'est la rainure de la herse. Alors une herse, contrairement à l'image qu'on peut avoir en tête et contrairement à ce que montrent beaucoup de films, c'est jamais en fer. Une herse de 15 cm en fer, ce serait impossible à remuer. Une herse, c'est un ouvrage de charpente, c'est fait en bois, avec des renforts métalliques, et ça lui donne une certaine souplesse qui lui permet d'encaisser au besoin des coups de bélier. La famille propriétaire de ce château, j'ai commencé à l'évoquer avec Jean Ier de Grailly. Donc rappelez-vous, c'est assez mal fini puisque ses biens sont saisis pour abus de pouvoir. Son fils, contre une forte amende, récupère la seigneurie de Benauge. C'est la majeure partie des territoires, c'est l'assise territoriale des Grailly à cette époque-là, à la toute fin du
du XIIIe siècle. Et c'est à partir de là qu'ils vont croître et devenir de plus en plus importants. Et le personnage qui est probablement un des plus importants parmi les Grailly, c'est le petit-fils de Jean Ier de Grailly, Pierre II de Grailly, qui va être seigneur de Benauge pendant 60 ans, de 1295 jusqu'en 1356, il me semble, à quelques années près. Donc une longévité assez exceptionnelle, et surtout un personnage très important pour son époque, et puis qui a su faire les bonnes alliances. Depuis la vicomté de Benauge, qui couvrait une trentaine de paroisses, mais ça reste un territoire relativement réduit à l'échelle du duché d'Aquitaine, Pierre II de Grailly va multiplier les alliances matrimoniales. Il aura la chance, entre guillemets, de se marier 2 fois et de faire plutôt des bons partis. Le premier, il va épouser Azalide de Bordeaux, qui est la dernière descendante de la puissante famille des Bordeaux, qui habitait Bordeaux, qui est une des riches familles patriciennes de la capitale bordelaise. Et par ce mariage, il va hériter du palais de Puy-Paulin, qui se trouvait le long de la porte d'Igeau. Aujourd'hui, il n'en reste plus que la place. Outre le château et la seigneurie de Puy-Paulin, surtout, ce mariage permet à Pierre II de Grailly de récupérer le Captalat de Buch, donc tout cet secteur au nord du bassin d'Arcachon. Et progressivement, la famille va s'étoffer comme ça. Ce qui est marquant et qui reflète bien l'importance de ce personnage-là, et surtout l'étroitesse des liens qu'il a avec les rois-ducs. Les Grailly vont toujours rester d'une extrême fidélité au roi-duc, contrairement à d'autres grandes familles gasconnes, je pense aux Albret par exemple, qui dès les débuts de la guerre de 100 Ans vont passer côté français. Les Grailly, eux, font preuve d'une fidélité indéfectible, et ce qui en est un des plus beaux indicateurs, c'est que lorsque Édouard III fonde l'ordre de la Jarretière, qui est un des premiers ordres de chevalerie, le but c'était de récompenser les seigneurs qui lui étaient le plus fidèles, et bien le 3e des chevaliers de la Jarretière, dans l'ordre hiérarchique, après le roi lui-même et son fils, le prince de Galles, ce 3e chevalier, c'est Pierre II de Grailly. Et aujourd'hui, dans les stalles d'origine, porte encore pour l'une d'elles le nom de Peter de Gressly, qui est donc ce Pierre de Grailly, qui à l'époque, sa principale terre, c'est la seigneurie de Benauge. Encore une fois, lui n'y réside pas, il s'y fait représenter par son lieutenant, il est soit à Cadillac, soit à Bordeaux, dans son palais de Puy-Paulin, et le plus souvent sur les champs de bataille. Et celui qui va passer encore plus de temps sur les champs de bataille, c'est probablement le représentant le plus connu de cette famille-là, qu'on connaît justement beaucoup plus comme étant le Captal de Buch qu'en tant que seigneur de Benauge, puisque c'est sur les dernières années de sa vie que Jean III de Grailly héritera de son grand-oncle de la seigneurie de Benauge. Jean de Grailly est avant tout Captal de Buch pendant très longtemps, et lui, c'est le bras droit indéfectible du prince de Galles, donc l'héritier de la couronne d'Angleterre, que vous connaissez tous, Édouard de Woodstock, plus connu comme étant le prince noir, qui établit sa cour à Bordeaux.